qu'est-ce qu'il peut y avoir de poétique dans ces outils qui sont censés fluidifier notre quotidien et qui bien souvent l'asphyxient? Que peut-il y avoir de poétique en elles? Est-ce que c'est possible qu'elles aient une dimension poétique, ou est-ce que cette dimension poétique est toujours rajoutée de l'extérieur parce qu'il y aurait par exemple des designers qui s'ingénient à les embellir? Donc c'est la question que nous posons ce soir, et pour en discuter, eh bien, je suis vraiment très heureuse d'avoir à mes côtés François de la Rosière et Pierre Orifis, que je remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, grâce aussi évidemment à l'équipe des petits joueurs et de quelques amis que nous avons en commun, que je remercie aussi vraiment pour cette entremise qui n'a rien de douteuse. Et donc, alors à Nantes, normalement on ne présente plus François de la Rosière et Pierre Orifis, mais comme le public est relativement jeune ce soir et qu'il n'est pas nécessairement nantais, je rappelle qu'à eux deux, ils ont été directeurs artistiques pour François de la Rosière de la compagnie La Machine, qui produit donc les machines que vous pouvez voir à la Halle des Machines, c'est-à-dire aux Machines de Lille, qui elle était dirigée par Pierre Orifis jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite récemment. Donc vous avez là devant vous, chers amis étudiants, eh bien, deux, monuments de la culture nantaise. Et on est tous les deux co-auteurs du projet des machines. Voilà. On l'a réfléchi quelques années à l'avance pour l'amener sur les fonds baptismaux avec sa première sortie du Grand Éléphant. Oui. Donc, depuis, si vous voulez, voilà, depuis de nombreuses années, avec déjà à l'origine, si je ne me trompe pas, la compagnie Royale de Luxe, ils ont œuvré, voyez, pour cette aventure culturelle que nous connaissons à Nantes. Et donc, une nouvelle fois, je les remercie d'avoir accepté cette discussion. La première, question qui me vient, c'est cette dimension poétique. François de la Rosière et Pierre Orifis, tient-elle à l'imaginaire qui accompagne leur mise en scène? Parce que quand on regarde vos spectacles, on voit bien qu'ils sont accompagnés d'un imaginaire qui est peut-être enfantin, vernien, en référence à Jules Verne dans la ville de Nantes, mais aussi mythologique. On y croise des êtres tirés de la mythologie, des minotaures, des déesses, des dragons, des êtres monstrueux. Alors quel rôle joue cet imaginaire qui accompagne la mise en scène de ces machines? Et est-ce que vous diriez que c'est lui qui leur confère leur dimension poétique? Je prends celui-là. Si on parle des spectacles de la compagnie La Machine, je pense pas que la poésie vienne essentiellement de l'histoire qu'on raconte. Pour moi, j'ai une formation vraiment de plasticien, et l'histoire est quelque chose qui vient juste soutenir les machines dans leur expression. Pour moi, la machine est presque autonome, et elle raconte sa propre histoire par son mouvement, et elle produit, elle génère des émotions, mais la poésie, je me méfie un peu de ce mot, poésie. Je trouve qu'il ne faut pas le mettre partout, chercher nécessairement à l'immiscer dans tous les projets. La poésie, on la ressent en fonction de sa sensibilité, et elle est plutôt pour moi du côté du regard de celui ou celle qui observe la scène. Voilà. Moi, les machines sont une espèce de danseuses. Et la poésie, si elle doit être là, c'est beaucoup plus complexe que simplement à travers l'histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte prépare les esprits à accueillir le spectacle et accompagne la narration, la compréhension. En fait, on pourrait se passer d'histoire, mais ça nous sert, nous, quand on fait ce qu'on appelle des opéras urbains, de raconter, de rajouter une deuxième couche sur ce que sont capables d'exprimer les machines. Mais chacun s'invente
sa propre histoire dans nos spectacles, le spectacle de la compagnie à la machine. Je ne sais pas si Pierre, Oui, moi je pense que c'est une proposition d'imaginaire, que quand les gens sont pour la première fois devant l'éléphant et qu'ils s'animent, il y a un choc, ça démarre par un choc, et il y a le regard. François peint les yeux, que ce soit Longmans, du grand éléphant, et il y a la puissance d'un regard, il y a une émotion, et à partir de l'émotion, les gens ils se laissent embarquer, et ils se laissent embarquer par des grandes marionnettes qui suivent mécaniquement, et on s'était rendu compte avec l'expérience qu'on avait avec Roya Deluxe qu'il y avait une espèce de... Dans toutes les civilisations, il y a des grandes marionnettes, et des déambulations où les gens suivent les grandes marionnettes. Et comme on avait un territoire où l'éléphant fait 1 kilomètre ou 2 kilomètres dans le parc des Chantiers, là-bas, les gens, ils suivent l'éléphant et inconsciemment, ils portent leur regard comme les grandes marionnettes des déambulations presque religieuses, des fois. Les gens placent leur regard au niveau des yeux de l'éléphant et voient la ville complètement autrement, dans un univers, et en partageant la même émotion à 100, 200, des fois 1000 ou 2000 ou 10 000 personnes qui suivent les machines dans la vie quotidienne des gens. Et là, il y a une émotion qui est incroyablement forte, où pour les yeux de Longmans, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui étaient émus aux larmes de la qualité du regard, du mouvement, du visage, du corps, et ils rentrent en symbiose avec ça, et il y a une espèce d'élévation, mais qui se fait dans le décor urbain, dans le décor de leur ville, mais tous ensemble. Et c'est pour ça, là on a compris que pourquoi il y avait autant de parades et de déambulations dans les fêtes des villes, c'était que d'un coup, on vit quelque chose ensemble, et tout devient plus fort, plus fou, et donc on part de l'imaginaire, on parle de quelque chose d'inventé, d'une machine, et on rentre dans une bulle de plaisir, de bonheur partagé. Et moi je ne sais pas si on peut parler d'imaginaire, si on peut parler de poésie, ou d'être ensemble, de vivre ensemble dans la ville, mais ça amène une qualité dans la vie qui est absolument incroyable. Maintenant, le mot poésie, je pense qu'il est adapté, parce que on est complètement ailleurs de la vie quotidienne, et il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus que la symbiose entre parce qu'on coupait des boulevards, enfin bon. Mais donc, vous insistez sur le jeu d'échelle qu'elles produisent, ces machines, sur leur gigantisme, leur monumentalité au sens de leur gigantisme. Ça vous paraît une dimension essentielle? Non, c'est simplement qu'on porte son regard au niveau du regard de l'animal. Donc on le voit plus haut, donc on voit la foule, on voit la ville autrement qu'à son échelle de petit individu. On est ensemble et on est bien dans la ville. Ouais, c'est pas parce qu'une machine est grande qu'elle est plus poétique. On a des petites machines complètement incroyables, des petits bijoux qui jouent de la musique. On a une brosse à chat avec un truc qui vient gratter comme ça, un moteur d'essuie-glace. Ça fait un rythme incroyable. Si vous faites du jazz, vous avez envie de jouer avec. Et on peut rester un quart d'heure devant cette machine qui est absolument hyper simple. Et c'est là qu'elle devient vraiment poétique. C'est parce qu'elle est tellement simple, tellement bête, qu'on a envie de s'y attacher en fait. Mais on a envie de s'y attacher. Alors ça pourrait être si vous dites elle est toute petite, ça pourrait être une monumentalité inversée. Tout à fait. Oui. Parce que ce serait aussi un jeu d'échelle, parce que du coup on pourrait dire la puissance de la machine. Moi ce que je me disais en regardant au spectacle, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu comme si la puissance des machines était d'une certaine manière désamorcée. Parce que au fond, soit qu'elles soient toutes petites ou qu'elles soient très grandes, quand elles sont très grandes, je dis ça, c'est pas du tout une critique, mais il y a comme un décalage entre leur efficacité, leur efficience et leur taille. Et je trouve que ce décalage, cette contradiction entre ces très grandes machines et leur peu de productivité au regard des machines intelligentes qui nous entourent, vous voyez, les smartphones, etc., qui tout petits font 1000 choses, en comparaison, elles font peu. Mais cette contradiction entre la taille et ce peu de cette faible, en quelque sorte, productivité, produit, je trouve, un effet assez saisissant, et c'est comme si la monumentalité de ces machines désamorçait la logique de la puissance qui est souvent associée aux machines. Oui, mais c'est aussi parce qu'elles deviennent biologiques, animales. C'est ça qu'on voit. Sauf pour... ça me fait penser à la Symphonie mécanique, qui est un spectacle qu'on a créé à Marseille,
et qui s'est construit au fur et à mesure des années où on s'installait dans les villes, on débarquait avec des containers, on vidait les containers, on fabriquait des machines musicales, on préparait la symphonie mécanique et le soir on jouait avec un orchestre. Cette symphonie mécanique, c'est un orchestre symphonique qui venait jouer avec l'orchestre de machines. Et très vite on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La cocotte à flûte, c'est une cocotte minute sur laquelle a été greffé 2 flûtes à bec, un bec de gaz, la bouteille de gaz, on allume, on fait chauffer l'eau qui est dans la cocotte minute, la vapeur sort par les becs des flûtes, et avec des viroles et des gants, c'est 100 degrés quand même la vapeur, avec des gants de travail, on joue avec des viroles en acier sur la flûte, ça fait de la musique. Voilà. On s'est dit, qu'est-ce qu'on cherche? Et à côté de ça, les sampleurs étaient en train de prendre toute la musique électronique était en train d'arriver, donc on ne pouvait pas être performant et y rivaliser, quoi. Et on se rend compte que et Dominique Malan, qui est le compositeur, celui qui écrivait la musique pour les vrais instruments, hein, les violons, ceux qui existent depuis des siècles, composait c'est autour du son que produisait une machine, un son ou une tonalité, écrivait toute la musique pour 20 musiciens classiques autour de cet objet. C'est-à-dire que là, c'est totalement l'inverse de la recherche de la performance, mais au contraire, on recherche à travers ce que produit la machine, par le hasard, par sa faiblesse, par la construction, quelque chose d'unique, qui va être une pépite qu'on va aller chercher et qu'on va magnifier ou accompagner simplement. À ce moment-là, la machine est la reine. Voilà. Mais là, vous insistez sur la faiblesse de certaines de vos machines. La faiblesse est une force. Oui. Ouais. C'est ce qu'on avait dit. Mais du coup, c'est ce qu'on était en train de dire. Mais vous insistez sur cette faiblesse, et c'est vrai que pour ceux qui ici font un peu d'histoire des arts, j'imagine qu'on peut penser à ce qu'avait fait déjà dans les années 60 Tinguely, avec ces machines qui se dysfonctionnent, qui brinque-ballent, etc., et qui déjouent en quelque sorte la performance, l'efficience de la machine. Mais en même temps, moi, ce qui me semble aussi très intéressant dans votre travail, parce que chez Tinguely, on voit le mécanisme, mais c'est un mécanisme qui dysfonctionne. Il a même fait des machines qui s'autodétruisent. Enfin, on peut penser à Hommage à New York, par exemple. Et je vous ai lu dire « J'aime qu'on voit l'intérieur des machines, l'architecture, les rouages, les poulies, qu'on ressente comment c'est fait. » Et ça veut dire, mais comment dire, vous semblez insister sur le fait qu'il est important qu'on voit le mécanisme des machines, mais c'est pas toujours un mécanisme qui semble affaibli, dysfonctionnel, etc. Quand on voit les grands géants, mais dans ce cas-là, vous le cachez pas non plus. Non, mais on le cache pas parce que c'est ce que j'appelle, moi ce qui m'intéresse. Je ne suis pas un fan de robots, on fabrique des objets manipulés. Hein. Donc derrière, il y a l'homme qui agit. Il y a une partie automatique. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment que détourner le regard de celui qui va observer et qui n'arrive pas à tout voir, en fait. C'est comme dans un spectacle, si vous faites 4 fois le même effet, vous allez finir par ennuyer tout le monde. Et quand ça nous échappe, ça devient intriguant, ça devient émotionnel. Et il y a cette espèce de frustration qui produit le plaisir. Parce que finalement, en spectacle, c'est souvent le fait d'être frustré, de ne pas réussir à tout saisir, ça nous donne envie de le revoir. Et ces mouvements de squelette, en fait, c'est des architectures, c'est de la biologie mécanique. On a un squelette en acier, à la place des muscles, on a des vérins, les fluides qui vont être le sang, c'est l'huile hydraulique, le système nerveux, c'est tous les fluides électriques, il y a l'air qui traverse, c'est vraiment de la machinerie biologique, on est sur le mimétisme du vivant. Et donc, de quel mimétisme? Mais c'est un écorché, c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur de la machine qui est en mouvement, et on subit en fait, et c'est une traversée, mais au-delà de ça, on ne regarde pas que la machine, on regarde sa matière, on écoute les sons qu'elle fait, et puis on découvre la mécanique, qui est déjà quelque chose d'intriguant. C'est vraiment un langage totalement multiple. Moi, c'est complètement un autre aspect de cette discussion, mais en ayant dirigé les machines de Lille et passé des heures dans la galerie des machines, dans le carrousel avec l'éléphant, moi, ce qui me fascinait, c'était
la façon dont D'abord, on a le même langage pour les adultes, les enfants, pour tous les publics. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière d'âge. Et des fois, le public, il raconte une autre histoire que celle qu'on a prise, mais il y a une appropriation de notre imaginaire. Il y a une espèce d'émerveillement qui est simple, qui se voit dans le regard du public. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte Moi, je me suis rendu compte de la puissance de ce qu'on avait fait par le miroir du regard des gens et de la façon dont on et à partir du moment où on est déclencheur d'émotions et que les gens rentrent dans leur tête et imaginent même une autre histoire que la nôtre, parce qu'on donne peu de clés, à partir de ce moment-là qu'on déclenche la réflexion et l'émotion, il y a quelque chose de poétique qui est indescriptible. Mais franchement, je suis d'accord avec vous. Le souvenir que j'ai du regard des gens et du sourire et le fait qu'il n'y ait pas de barrière entre les parents et les enfants, c'est absolument incroyable. Quand on se rend compte que dans la voiture, les gens y repartent, les parents ils disent pas « Est-ce que tu t'es bien amusé ? Est-ce que tu t'as plu comme à Marne-la-Vallée ?» ou à des trucs comme ça. Ils parlent ensemble des émotions qu'ils ont eues dans la galerie des machines, face à l'éléphant, face aux grandes machines que construit François, au regard de Longuemain, aux yeux au regard et à la vie. Et c'est ça on peut parler de poésie, c'est que ça échappe à tout, et quelle que soit l'interprétation qu'ils ont, c'est puissant. Pour moi, c'est vraiment... Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, effectivement, je me permets d'emprunter un chemin un peu moins poétique, effectivement, en essayant d'analyser ce qui produit cet effet poétique. C'est ça le sens de mes questions, si vous voulez, parce que qu'il soit puissant et que si la machine ne produit pas d'effet, évidemment, elle n'est pas poétique. Mais la question, c'est pourquoi produit-elle ? La folie de leur travail, c'est que quand une machine tombe en panne dans la galerie, qu'elle est réparée en direct pendant que les visiteurs continuent à faire le truc, les gens sont autant fascinés par les gestes des techniciens qui sont en train de réparer la machine, parce qu'ils rentrent dans les rouages. Mais dès qu'on rentre dans des rouages, on essaye de comprendre, on complète les trous qu'on a par rapport à l'incompréhension, et on est fasciné à regarder des gens réparer une machine, autant que la machine qui fonctionne à côté. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce qui m'étonne le plus souvent, c'est des fois on m'arrête dans la rue, quand on va à Toulouse, quand on n'est pas très loin des sites où on travaille, et des parents m'emmènent un petit enfant de 6 ou 7 ans, ils me regardent et disent on n'en peut plus là. Il a tous les films, il a tous les livres, il dessine des machines 24 heures sur 24, j'ai vu 15 fois le film de Longuemain, et le môme il est là comme ça. Et là, ça me touche vachement parce qu'on est en concurrence avec justement les téléphones dont on parlait, et ça fait super plaisir. Et il y a quand même une série de gosses comme ça qui sont complètement fous de machines et fans de machines. Ils les dessinent, ils reprennent les balcons, ils mettent des personnages, tout le langage, ce que j'utilise pour dessiner et réinterpréter. Voilà, c'est juste cette idée que finalement on reste quand même fasciné par ces assemblages de matière inerte qui, par leur mouvement, produisent une machine transforme une énergie en une autre. En fait, parfois, l'énergie finale, c'est l'émotion. Mais du coup, dans ce que vous avez dit, on en est venu à cette question du mouvement et puis du rapport entre le mécanique et le vivant. Et donc, vous produisez des objets mobiles qui mettent aussi en question ces distinctions entre le vivant et l'inerte, le vivant et le mécanique. Et peut-être c'est aussi ça qui est fascinant, c'est le fait de jouer, de mettre en question les distinctions habituellement établies. Alors quand je fais des conférences, je commence par ça, je commence par le mouvement. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts à Marseille, j'utilisais beaucoup de moteurs d'essuie-glace pour fabriquer des travelling avec la vidéo, etc. Et on avait démonté d'une 4L un moteur d'essuie-glace et ses balais, on l'avait posé sur la table, et on était 4-5, il y avait une batterie, et l'un d'entre nous connecte le moteur d'essuie-glace à la batterie et enclenche l'interrupteur. On était en train de gamberger sur une machine qui faisait... Et tout d'un coup, la machine se met à bouger comme ça, à se déplacer sur la grande table. On s'arrête tous. On trouve ça assez élégant, en fait, comme un peu une danse, quelque chose d'assez doux. Et il y a 2 vitesses, vous savez, dans les moteurs d'essuie-glace, la vitesse rapide, sur les vieilles 4L. Vous savez plus ce que c'est, mais... Et il passe à vitesse grande pluie, quoi. Et à ce moment-là, la machine devient hyper violente, et puis les tasses de café se mettent à filer, les stylos, les cahiers. Et à ce moment-là, on se regarde tous,
Et là, j'ai compris que par le mouvement, en fait, une machine pouvait devenir violente, douce, et qu'on pouvait produire de l'émotion. Voilà, que la machine produisait de l'émotion. En fait, c'est nous qui interprétons ce mouvement. Et c'est là qu'a commencé tout un travail sur le mouvement, où je me suis intéressé justement le mouvement, l'émotion, en considérant que le mouvement, c'est l'expression de la vie. Voilà. Quelque chose qui s'arrête totalement de bouger, c'est quelque chose qui meurt, qui est mort, quelque chose qui bouge, et il interagit avec son environnement, et elle est vivante. Et à ce moment, le mouvement est devenu une obsession pour moi, et un mouvement, c'est une amplitude, un cycle, une vitesse et une fréquence. Et à partir de là, on imagine faire cligner la paupière d'un géant de 10 mètres avec deux vitesses, une vitesse lente pour montrer qu'il s'endort, une vitesse rapide pour qu'il cligne de l'œil, et le langage, par mimétisme, voilà, le langage biologique, interfère dans la machine. Et ça, cette histoire du mouvement, pour moi, c'est vraiment la clé de l'histoire. Voilà. C'est vraiment une machine à son architecture, mais moi, elle produit un effet. Et c'est un peu le cadeau et la surprise, quoi, l'effet que produit la machine. Par l'intermédiaire du mouvement. Par l'intermédiaire du mouvement ou d'une transformation, parce qu'après le mouvement produit un effet, hein, c'est-à-dire que le mouvement va produire un son, va créer une émotion, va interpréter un sentiment, par exemple, de peur ou de douceur. Et donc l'effet un effet de fumée, un effet d'eau, de brume, voilà, tout ça, c'est ce que produisent les machines. C'est un jeu de métamorphose qui vous intéresse. Oui, mais c'est l'idée de transformer une énergie en une autre et de passer d'un état, en fait, de changer d'état à travers le mouvement, et sachant que le mouvement, moi j'appelle ça le théâtre des machines, c'est-à-dire que je pense que les machines font leur théâtre, voilà, et que quand nos machines se promènent dans la ville devient une scène énorme et devient un théâtre, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu nos spectacles, mais quand ces machines se promènent dans les rues, on reconnaît plus, même si on vit là, hein, si tous les matins on sort de là, on ouvre sa porte et on regarde différemment la ville. Parce qu'on lève les yeux, on regarde plus où on marche, ou son téléphone, et à ce moment-là, on regarde plus de voiture. Donc ça change complètement le rapport qu'on a à l'espace public. Mais ouais, et puis pour revenir au mouvement, je me rappelle une des dernières machines qui est rentrée dans la galerie, c'est la nuée de papillons. On fait des séances de travail avec François de 3 heures où on cherche ça va être quoi la nouvelle machine et tout, et on est parti sur l'histoire de la nuée de papillons, et c'est absolument incroyable parce que ça a terminé, on a éliminé les moteurs et tout, on a pris un pédalier avec quelqu'un qui s'assoit sur un siège de vélo avec un pédalier, et puis il y a une démultiplication des chaînes partout. Et les papillons sont au bout de tiges très longues, avec c'est végétalisé, c'est au-dessus de l'eau, et quand on se met à pédaler, toutes les tiges bougent et font bouger les ailes des papillons, et cette nuée de papillons, alors c'est là que je peux employer le mot poétique. Papillon poétique, ça marche. Voilà, ça marche. Le même son, mais c'est absolument incroyable. Et les pédaliers sont assez difficiles. Et les gamins, ils pédalent fort, ils transpirent même parce qu'il y a beaucoup d'engrenages. Il y a il y a une quarantaine de papillons. Mais le mouvement, il est très puissant au niveau du pédalier, mais l'ensemble de la nuée de papillons, pris dans le végétal, elle se met à danser, c'est complètement magique. Et effectivement, la dramaturgie devient le mouvement. C'est le mouvement qui raconte l'histoire. On a aussi dans la galerie des machines, je ne sais pas si vous y êtes allé, il y a un paresseux accroché à une laisseuse de branche. Et le principe, c'est le paresseux avance très lentement dans la nature, mais le visiteur prend un volant, et pour que le paresseux avance, on le trouve rentrer très vite. Et lui avance très lentement. Voilà. Donc il y a ce rapport entre cette espèce de... Il faut aller vraiment très vite pour à peine le voir bouger. Et ça nous renvoie vraiment à l'éloge de la lenteur. Ce projet est à la fois une grande construction, mais c'est pas un bâtiment, mais il a des fondations. C'est un manège, mais c'est une sculpture. Ça n'a pas de façade, mais ça doit respecter certaines normes. Donc tout ça est très compliqué. On y travaille.
notre exercice, c'est vraiment de partir du dessin de François Delarosière, aller vers une modélisation numérique et intégrer petit à petit l'ensemble des contraintes techniques complexes et nombreuses qui s'appliquent à un projet aussi unique que l'Arboréum. En quelques chiffres, l'arbre il fait 35 mètres de haut, 55 mètres de diamètre. On est sur une belle structure qui fait environ 1500 tonnes d'acier. C'est des jardins suspendus, ça veut dire qu'il accueille toute une nature dans ses branches et un bestiaire associé, donc on y trouvera toute une forme de vie à la fois végétale et animale mécanique à une vingtaine de mètres de hauteur. Et on a notre grand héron qui vole au-dessus de nos têtes à 45 mètres de hauteur. Il fait 16,50 mètres d'envergure, aile déployée. On a des problématiques particulièrement intéressantes qui sont celles des étais, donc des lianes qui tombent des branches, qui viennent aider l'arbre à développer ses branches à l'horizontale. Si on fait un arbre qui est porté par des poteaux, on ne fait plus un arbre, on fait un arbre porté par des poteaux. Du coup, on vient chercher à calquer la nature, on éclate ça en plusieurs brins. Et finalement, d'ailleurs, on s'est rendu compte en creusant que ça avait des intérêts structurels, puisque ça venait stabiliser le poteau sur la hauteur. Mais du coup, c'est plus compliqué, on vient cintrer des tubes, on vient chercher des formes organiques qui sont tous différents, et donc c'est un énorme casse-tête structurel au global. Nous, notre cocktail de problèmes techniques, il est tout à fait unique, et donc on a vraiment dû mettre en place une équipe unique pour faire ça, qui est spécifique à toutes les questions qu'on a creusées. Mais ce qui me semble aussi tout à fait intéressant, c'est que vous ne faites pas seulement apparaître le mécanisme des machines, mais aussi le travail qui permet de les produire et la dimension collective de leur production. Et depuis vos dessins jusqu'à leur fabrication, l'atelier visitable, etc. Et donc, c'est aussi, est-ce que vous le voyez comme une manière de nous rappeler que les machines, tout simplement, les machines sont faites par les hommes à une époque où on a tendance à craindre que les machines, prennent le pouvoir, nous aliènent, etc. Est-ce que c'est pas toujours une manière de rappeler, et peut-être que c'est ça qui nous plaît, parce que ça nous rassure aussi un peu, c'est que même si ces machines, elles sont absolument gigantesques, eh bien, elles sont faites par des hommes, et dans vos spectacles, c'est bien mis en scène. On voit bien, on voit bien ceux qui les dirigent, je ne sais pas comment vous nommez ce rôle, voilà, les manipulateurs, on les voit bien, ils ne sont pas du tout masqués. Et au fond, on a l'impression que là, notre liberté a encore une voie de passage, et qu'à une époque, on a peur d'être gouverné par les machines. C'est sûr que c'est des objets qui sont manipulés. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je joue quand même sur l'effet que produisent ces machines. Je compare souvent ces grandes machines à... C'est un travail qui est collaboratif. C'est une sculpture à l'échelle de 80 personnes qui vont, avec leur sensibilité, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs connaissances, enrichir le projet de départ. C'est pour ça que ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est le processus plus que le résultat. Si le processus est bon, le résultat sera nécessairement réussi. L'inverse n'est pas toujours possible. Et les gestes de tous ces sculpteurs, ces constructeurs, ces soudeurs, ces métalliers qui travaillent l'acier, ceux qui posent les boulons, qui installent les circuits électriques ou hydrauliques, ou qui programment, le font avec intention, sentiment, en fait, cette intention du sculpteur ou du peintre ou du danseur, et charge la matière, en fait, d'émotions. Je compare souvent nos machines à un disque vinyle, quoi. Le son qui sort d'un disque vinyle, c'est un relief, un diamant qui reprend un relief, et le son est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a cette vibration
Et inconsciemment, je suis absolument persuadé qu'on perçoit cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être constructeur ou averti, on sent le temps qu'on a passé et l'intention qu'on a mis dans la matière. Et ça c'est l'effet, je pense que c'est une grande partie de l'effet de ces machines. Non, Là, vous n'avez rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. D'accord, merci. Je suis complètement d'accord. Et j'avais encore quelques questions, oui, parce que là, on ne parle plus juste des machines en elles-mêmes, mais de ce qui permet de les produire, enfin de ces équipes, de ce travail collectif. Mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est que même si vos machines, vous les avez fait voyager, certains spectacles ont peut-être sur des formes un peu différentes, mais certaines machines ont joué à différents... Oui, en Amérique du Sud, voilà. Au Japon, partout. En même temps, je ne sais pas, certaines ont d'une certaine manière leur écurie à Nantes. Et est-ce que... on ne peut pas dire qu'entre certaines machines et le lieu où elles se trouvent, il y a un rapport qui est important aussi? Ou est-ce que vous les concevez Non, ça c'est autre chose. C'est quand je travaille sur un projet urbain, ou là, quand on travaille sur le projet, on plonge dans les racines du lieu, on s'y promène, il y a une part d'intuition, une part d'études, de rencontres avec les commerçants, les politiques, le projet urbain sur les 20 prochaines années, la présence de l'eau, les fleuves, et on se nourrit de tout ça pour créer un projet qui résonne avec le lieu et qui va sortir de terre, qui va s'enraciner, quoi. Ça, c'est vraiment une part du travail qui est importante. Il y a un exemple que j'ai dans la tête, parce que je viens de faire un bouquin, donc je me rappelle de toutes les histoires qu'il y a eu avant, et on a grandi avec Roya Deluxe. C'est qu'à Rio, il y a un mythe qui est absolument incroyable, c'est le géant couché. Et c'est une montagne Une chaîne de montagne. Une chaîne de montagne, mais je te jure, tu vois vraiment le géant qui dort. Mais c'est ce qui a inspiré Swift. Et l'idée de construire les géants qui ont fait pendant des années vibrer des populations entières avec le géant qui revient d'Afrique, avec un fils, la petite géante, petite géante qui fait de la balançoire, le départ du géant sur son bateau. Toute cette saga, elle est venue d'un mythe brésilien, mais qui est hyper fort à Rio. La production n'a pas pu se faire à Rio, et on a eu de la chance parce qu'au Havre, il y avait un directeur qui était complètement allumé, qui s'appelle Alain Milianti, et qui nous a dit « Banco, moi je paye la production du premier géant ». Et ça a été une saga absolument incroyable qui a nourri l'imaginaire de millions de gens en Europe. C'est là qu'est né Gulliver, à partir de cette chaîne de montagne. Ouais. Et donc, voilà, c'était... donc on peut partir d'un mythe existant parce qu'on en sent la puissance et relever ce géant couché comme Gulliver et le faire vivre dans la ville et lui donner une vie et de faire des retours. Mais ça atteint des niveaux d'émotion partagés avec le public et d'une résonance absolument incroyable. On peut pas l'oublier quand on l'a vécu. Bon, aujourd'hui, ils n'existent plus. Vous êtes jeune, mais vous en avez peut-être entendu parler de ces grands géants qui ont parcouru le monde. Oui, évidemment. Enfin, je pense qu'ici, pas mal de gens ont entendu parler ou les ont vus, effectivement. Et c'est des choses qui nous ont tous marqués. Mais je me disais aussi, est-ce que... Parce que là, finalement, j'y étais pas tellement avec mon idée de machine qui aurait un lien privilégié avec un lieu donné, sauf peut-être pour certains projets. En fait, vous me dites, ça dépend des machines, ça dépend des projets, voilà. Mais je reviens à mon idée de monumentalité. La monumentalité, c'est pas juste une question de gigantisme, c'est aussi un certain rapport à l'environnement et un certain rapport au temps. Alors, il y a des monumentalités qui momifient, comme le disait Nietzsche, c'est-à-dire qui enferment dans la répétition du passé. Puis il y a des monuments, peut-être qu'un monument réussi, c'est un monument qui ouvre un imaginaire et qui rend possible un avenir, et qui en cela questionne l'ordre établi. Alors je me disais, est-ce que vos machines qui sont toujours comme ça, entre deux, entre le mécanique et le vivant, entre le gigantisme et peut-être par leur précision, même quand elles sont très grandes, une multitude de mécanismes très fins, etc.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce sont des monuments, mais des monuments qui ne sont pas au service de l'ordre établi? Oui, tout à fait. Ce sont des objets, c'est des géants en fait, qui nous interpellent et qui nous plongent dans une aventure. Après, c'est riche comme histoire et comme langage. Mais sur la monumentalité, il y a quand même quelque chose que j'ai appris à observer, à regarder en regardant les gens regarder. Je regardais les yeux des adultes et toute sensibilité confondue et tout âge confondu. Je revoyais le même truc, une espèce de déclic, et j'ai fini par l'analyser en comprenant que quand on est face à une machine qui fait 12 mètres de haut, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est quand on a 3 ans et qu'on vit dans un monde de géants. Vous imaginez, vous tapez la tête sur la table, vos parents font 4 fois votre taille, et là, c'est un moment de la vie où on est complètement ouvert, c'est-à-dire le cerveau n'est pas formé, et on est une espèce d'éponge, on prend que de l'information sans a priori. Et je pense que instantanément, peut-être une fraction de seconde, il y a un petit truc comme ça qui se passe dans la tête des adultes, ils redeviennent enfants. Et à ce moment-là, les préjugés tombent, le sourire arrive, le plaisir de voir, simplement, et on retrouve comme ce regard un peu. Après, on prend conscience, mais c'est presque un truc qui est systématique. Et ça, c'est un des plus beaux trucs en fait que j'ai vu dans le rapport entre ces machines et le public. Donc de renouveler notre regard. Ben, Qui serait capable de renouveler le regard des adultes que nous sommes aussi. De se débarrasser un peu de tout ce qui nous empêche de voir, tout ce qui conditionne nos émotions et nos sentiments. On retrouve ce regard d'enfant. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette... Merci à vous. Je voulais quand même vous dire que j'ai rassemblé ces souvenirs dans un livre qui s'appelle Producteur d'impossible. Il est là, c'est pas pour que vous l'achetiez, c'est simplement publicité. Ceux qui veulent se plonger dans ce récit qui va dans les de luxe aux machines. Voilà, il y a un livre qui... très bel ouvrage. Ouais, qui trace cette mémoire, sachant que pour les plus jeunes, avant 92, il n'y a pas de mémoire sur le web. Et donc, il fallait raconter cette histoire parce qu'elle était absolument incroyable et qu'à l'époque, on avait peut-être beaucoup plus de liberté pour faire les choses qu'aujourd'hui où c'est devenu très sécurisé. Voilà, mais je voulais juste vous indiquer ça. Merci.